bienvenue dans ce nouveau live dédié à l'allaitement maternel. Nous sommes aujourd'hui avec Carole Hervé, consultante en lactation à IBCLC. Bonjour Carole. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on va parler des alternatives à la tétine parce qu'effectivement il y a des situations où une mise au sein n'est pas possible, soit parce que la maman doit reprendre le travail, soit parce qu'elle souhaite faire participer le papa à l'allaitement maternel, ou bien que le bébé ne peut pas téter tout simplement au sein. Donc la question se pose de savoir comment donner son lait maternel à son bébé. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est la confusion sein-tétine. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que disent les études à ce sujet ? Eh bien, les études ne sont pas nécessairement en défaveur de l'utilisation de la tétine. Par prudence, on a coutume de suggérer que tant qu'on n'est pas sûr que le bébé sache bien téter, et on se donne 1 mois, 6 semaines, eh bien on va essayer d'éviter tant que possible la tétine, l'utilisation de la tétine. La confusion sein-tétine, beaucoup de personnes pensent que c'est que simplement parce que le bébé aurait reçu du lait dans un biberon par exemple, il ne saurait plus téter par la suite. En réalité, les bébés qui ne savent pas téter après avoir utilisé une tétine ne savaient déjà pas bien téter au départ. Donc justement, par prudence, on va essayer de limiter l'usage de la tétine. Après, tétine en français, c'est plusieurs choses. C'est ce qu'on appelle également pacifier en anglais, ou la sucette ou la totote. Et donc c'est ce petit instrument qu'on a tendance à mettre facilement dans la bouche du bébé pour combler son besoin de succion. Et celle-ci pose davantage de problèmes. Alors ça ne va pas poser de problème à un bébé préma qui est tout seul dans sa couveuse, qui a besoin de combler son besoin de succion. Maintenant, le bébé qui est à terme et en bonne santé, si on a tendance à répondre assez facilement, à combler assez facilement son besoin de succion avec une tétine, eh bien on va se rendre compte que la courbe de poids de ce bébé peut être un petit peu ralentie. Et c'est ça qui nous préoccupe le plus. En tout cas, c'est ce que disent les études. Les études ont tendance à suggérer qu'a priori, les bébés qui ont été exposés à une tétine, si l'accompagnement en allaitement est bon, eh bien, ça ne devrait pas nécessairement altérer la possibilité que le bébé soit allaité longtemps. J'en veux pour preuve en Scandinavie, on voit beaucoup de bébés qui ont une tétine et pour autant, les bébés sont très souvent allaités plus longtemps qu'en France. Donc ce sujet de confusion sein-tétine est à manier avec finesse. C'est pas un drame si on utilise une tétine quand le bébé a besoin de recevoir un complément. Vous parliez d'un partenaire qui veut prendre sa place dans la relation. Est-ce qu'il court un risque ou fait courir un risque à l'allaitement si de manière épisodique on met le lait tiré de la maman dans un flacon et qu'au bout de ce flacon il y a une tétine lambda? La grande majorité des bébés vont très bien s'en sortir. Mais c'est souvent la maman qui va le sentir aussi, qui va se dire « moi je ne le sens pas, moi je le sens pas donner une tétine à mon bébé », auquel cas elle va trouver des alternatives. Alors justement, donc si on a compris que du coup il n'y avait pas forcément de risque, mais par mesure de prudence on préfère quand même éviter la tétine. Le risque zéro n'existe pas, mais on fait beaucoup de bruit autour d'un risque potentiel qui heureusement ne survient pas chez l'écrasante majorité des bébés. Et on sait en même temps que les généralités ça ne s'adapte pas à l'individu. Donc voilà, on manie les infos avec précaution. D'accord. Et dans le cas où la maman ne veut vraiment pas utiliser de tétine, quelles sont les alternatives justement? Est-ce que la maman peut tout de même donner son lait à son bébé d'une autre manière? Absolument. Et puis ça va dépendre des moments. Le nouveau-né à la naissance qui aurait besoin de recevoir le lait de sa maman autrement qu'au sein, pour différentes raisons, eh bien sa maman peut très bien prendre une petite cuillère. Les bébés préma, par exemple, on leur donne une tasse. Et une tasse, ça peut être, si je prends, est-ce que j'ai ça là? J'ai pas de tasse sous la main, mais on peut prendre, pour vous donner un exemple, ça c'est le bouchon d'un biberon. Eh bien on pourrait prendre ce petit objet, mettre du lait dedans et venir mettre le petit flacon près de la bouche du bébé, on vient appuyer sur la lèvre inférieure, le bébé se met à napper. Et on ne va pas nécessairement vider le lait dans la bouche du bébé, mais le bébé va se mettre à téter de cette manière. Est-ce que justement il fait ça de manière instinctive, le fait de laper ce lait comme un... Alors on a tendance à dire aujourd'hui, je m'appuie une fois encore sur les études récentes, que les bébés préma apparemment auraient
instinctivement le geste de laper comme ça le lait. Le bébé né à terme, il va préférer, d'abord il va recevoir des quantités beaucoup plus importantes et il va préférer peut-être d'autres objets. Donc parmi les autres objets, à la maison, la maman, elle va peut-être aller chercher dans l'armoire à pharmacie, elle a peut-être du paracétamol pédiatrique et donc elle va prendre la pipette du paracétamol. Certaines mamans vont aller chercher en pharmacie une seringue et on donnerait donc le doigt au bébé, on met la seringue à côté et le bébé va prendre du lait de cette manière. Une seringue en silicone. En silicone, c'est plutôt en plastique. En matière plutôt voilà, douce. une seringue. En matière douce, pas spécialement, elles sont pas si douces que ça les seringues. Là, je prends une seringue lambda, vous voyez, hop, hop, hop. Voilà, une seringue, mais c'est une petite capacité, là, il y a 20 ml, hein, et l'embout est assez dur. Maintenant, si le bébé va tête le doigt et qu'on peut mettre du lait à côté, ça peut passer très bien. Il y a des mamans qui vont se procurer un petit tuyau, vous voyez. En fait, ça s'appelle, souvent j'appelle ça un Scooby-Doo parce que on a à peu près cette finesse de tuyau, mais bien sûr on ne prend pas un Scooby-Doo. Et la maman va se procurer ça éventuellement en pharmacie. Il y a certaines sociétés qui vont distribuer ces petits tuyaux parce que ce sont à l'origine des sondes de nutrition entérale qui permettent de nourrir le bébé par sonde nasogastrique lorsque le bébé ne peut pas être alimenté par la bouche. Et donc cette petite sonde, on va la placer on va ouvrir une tétine de biberon, on va passer la sonde par le trou de la tétine. La maman a tiré son lait ou bien elle a mis du lait artificiel dans ce flacon et la petite sonde trempe dedans. Une petite astuce rigolote, c'est de prendre un petit ruban, de se l'attacher autour du cou pour avoir les mains libres. Donc ça donne un résultat ultra élégant, n'est-ce pas? Donc on a cette petite sonde. On peut personnaliser son ruban. Absolument, oui, c'est rigolo. Et donc la maman peut, imaginons qu'elle ait besoin de donner un supplément à son bébé, qu'elle craigne de le donner au biberon. Eh bien, elle peut donner le doigt et mettre le petit tuyau à côté. Ou alors la maman peut donner le sein, si l'intérêt de donner, d'utiliser une tétine ou la peur d'utiliser une tétine est dans le sens de compléter un bébé, eh bien on peut très bien décider de compléter le bébé directement au sein. Ça c'est un petit outil maison, c'est du bricolage. Mais un bricolage qui peut de manière temporaire être tout à fait adapté pour faire l'affaire. Après, il existe des alternatives, vous les connaissez, qui sont des alternatives qui ont été exploitées, enfin en tout cas créées pour faciliter le quotidien des mamans. Donc parmi ces alternatives, vous allez avoir ce type d'outil qui est un flacon qui est gradué. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est gradué à l'envers. Du coup, la maman peut voir aussi quelle quantité de lait le bébé a pris. Donc ce flacon, de la même manière, va se porter autour du cou. On va pouvoir ajuster la taille. Et donc, il y a les fins tuyaux qui partent de ce flacon. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'on peut venir clamper les tuyaux et de fait, le lait ne coule pas spontanément. Souvent, la maman va prendre du sparadrap, elle va venir scotcher le flacon, enfin le tuyau sur le mamelon, elle met son bébé au sein, le bébé reçoit et le lait du sein et le lait qui est dans ce petit dispositif. Une fois encore, un partenaire ou un tiers peut également donner le doigt au bébé et puis venir prendre le petit tuyau et lui donner en parallèle. Mais toujours introduire le petit doigt du coup pour qu'il puisse bien téter. L'intérêt c'est que le bébé continue de téter, c'est que le bébé ne soit pas passif. Tous ces dispositifs, celui-ci requiert réellement de la part du bébé de téter, de venir rechercher du lait. Un bébé par exemple, un enfant vraiment hypotonique, je pense à des enfants trisomiques par exemple à la naissance, il y en a qui sont vraiment un peu fatigués à la naissance. Eh bien, soit on va mettre le flacon en hauteur, soit parfois on va aller jusqu'à percer le flacon pour créer un appel d'air et de fait le lait va couler plus vite. Donc ça c'est une possibilité qui évite le recours à la tétine. Ensuite, comme autre piste, nous avons une alternative à la tétine qui est l'embout Calma. Calma, ça requiert de la part du bébé de vraiment téter, d'exercer une force d'aspiration et de succion de créer un vide qui va s'apparenter à ce qu'il ferait s'il était sur le sein. Il y a ce genre de choses. Et puis, dans la gamme des produits de cet ordre, il y a je parlais de petite cuillère tout à l'heure, et là il existe la petite cuillère avec un réservoir.
Donc on vient mettre du lait on met du lait à l'intérieur, le lait va venir couler dans la petite cuillère et le bébé va pouvoir téter. Et il y a des mamans qui vont tenir comme ça la petite cuillère et qui vont aider le geste où le bébé va une fois encore se mettre à latter. Et c'est intéressant parce que ces petites cuillères avec un réservoir, alors je vous montre celle-ci, il en existe d'autres sur le marché qui sont toutes simples et c'est pas nécessairement cher, il y en a qui s'adaptent à plein de flacons différents. Et bien ces petites cuillères peuvent éventuellement faire l'affaire le temps que le bébé s'entraîne et acquiert une meilleure technique de succion. Okay, oui. Et du coup, en crèche, comment ça se passe? Est-ce que le personnel en crèche est plutôt ouvert pour utiliser ce genre d'alternative? Est-ce qu'il faut, c'est quelque chose dont il faut parler avec le personnel? Comment ça se passe en crèche? Alors, est-ce qu'il faut absolument utiliser ces alternatives en crèche? J'ai envie de dire joker. En crèche, la plupart du temps, le bébé a largement dépassé ses 6 semaines et il y a de bonnes chances que le bébé sache téter. Maintenant, si la maman nourrit une réelle peur vis-à-vis de l'utilisation du biberon lambda, peut-être qu'elle peut prendre une alternative qui ressemblera au biberon. Je vous parlais tout à l'heure de la tétine, enfin de l'embout Calma, ça peut être une piste assez intéressante. Vis-à-vis du personnel de la crèche, est-ce que le personnel va être ouvert ou pas? C'est vraiment personne dépendant. Il y a même des professionnels qui pensent que le bébé doit être sevré au moment d'arriver en crèche, et il y en a qui sont au contraire très favorables. Il y en a qui vont avoir la patience de donner le lait autrement qu'avec un biberon, le temps que le bébé se sente plus sécurisé dans ce nouvel environnement. Donc c'est vraiment c'est du cas par cas. Voilà. Vous avez évoqué quelques spécificités, par exemple si un bébé a une trisomie ou s'il a une fente labiopalatine. Oui. Est-ce qu'il existe des solutions spécialement adaptées pour ces bébés-là, pour les aider à boire le lait maternel? Eh bien, vous avez raison et c'est super qu'on ait ça sur le marché parce que j'ai entendu encore il y a quelques temps une maman qui allait avoir un bébé porteur d'une fente labiopalatine et le personnel de la maternité avait dit ah mais vous savez, si le bébé refuse, enfin le bébé va choisir de lui-même et s'il refuse le sein, c'est parce qu'il a décidé qu'il ne voulait pas prendre le sein. Or, un enfant qui a une fente palatine ne peut pas faire la dépression de la même manière, ça lui demande beaucoup plus d'efforts. Alors peut-être qu'on peut préciser pour... en fait, c'est quand au moment pendant la grossesse, le bébé avait ses 2 lèvres supérieures qui ne se sont pas soudées et le palais également est resté avec une ouverture. Et donc parfois on a uniquement la lèvre qui est ouverte, parfois c'est uniquement le palais, parfois le palais est ouvert sans que ça se voie. Je me souviens avoir testé la succion d'un nourrisson qui avait une fente palatine sous-vélaire, c'est-à-dire qu'il y avait un petit film de peau qui venait cacher ça. Et finalement cet enfant ne pouvait pas faire la dépression convenablement. Et donc ça veut dire que ces enfants vont avoir beaucoup plus de risques de faire des fausses routes, ils peuvent avaler le lait par le nez, ils vont avoir plus de troubles de la sphère ORL et surtout leur alimentation va être plus difficile à mener parce qu'ils ne peuvent pas faire la dépression de la même manière. Alors souvent les parents vont se concentrer au départ sur les émotions que ça révèle en fait d'accueillir un bébé qui a une fente parce que ce bébé n'a pas l'apparence des bébés qui ont les lèvres complètement soudées, mais c'est vrai que ça va s'accompagner de défis différents au quotidien. Cela dit, j'ai eu la chance d'accompagner des bébés qui avaient une fente soit labiale, soit palatine, soit les deux, et qui ont très bien été allaités par la suite, puisqu'à un moment donné, il va y avoir une intervention chirurgicale qui va venir ressouder en fait ces tissus. Et donc, en attendant, plutôt que de considérer que c'est comme les bébés lambda et de leur donner le biberon lambda qui a un débit qui peut être difficile à gérer pour eux, là c'est sûr qu'on a vraiment une problématique qui a trait au débit du lait, eh bien on va leur donner une tétine particulière. Et certains bébés, je vous disais, n'arrivent pas à faire la dépression, et donc on peut les aider. Et il existe, c'est un embout qu'on appelle l'embout Haberman, donc c'est vraiment extrêmement souple, hein, c'est vraiment un silicone très souple, et l'adulte peut venir pincer un peu cet embout et ça va aller beaucoup plus loin dans la bouche du bébé, de sorte que le bébé a moins de risque de faire des fausses routes. Donc il existe toujours des alternatives. Moi, j'aime beaucoup m'appuyer sur un des dictons des Shadocks. Je ne sais pas si vous connaissez les Shadocks, c'est ce vieux dessin animé français où les Shadocks disent que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bon, on est rassurés en tout cas, j'espère que ça va rassurer pas mal de mamans qui ont des bébés justement qui ont des fentes
la bio-palatine. On avait une question de la part d'une maman sur Facebook qui nous disait que son bébé a un fort besoin de succion. Oui. Comment pallier ce souci-là? Est-ce qu'il y a des solutions particulières? Pourquoi? Alors je me réjouis que ce bébé ait un fort besoin de succion. S'il n'avait pas un fort besoin de succion, et le besoin de succion, et même la succion est un réflexe. S'il ne l'avait pas, je serais très ennuyée pour ce bébé parce que clairement, il aurait une capacité amoindrie de réussir à se nourrir. J'ai écouté, pas plus tard qu'hier soir, une conférence du docteur Amy Brown qui nous rappelait que dans la tribu des Kung au Botswana, le nombre de tétés moyens observés par heure est de 4. Les tétés durent en moyenne 2 minutes et l'espace maximum d'une tétée à une autre sur toute une population observée était de 55 minutes. Et il est vrai que dans notre société, on se dit « Oh là là, mais mon bébé ne fait que téter » et puis notre cher personnage de la voisine va dire « Mais tu l'allaites encore? Mais il ne fait que ça, il passe sa journée au sein cet enfant !» Comprenons que le bébé ne tète pas uniquement parce qu'il a faim. La sensation de faim et la sensation de satiété, c'est secondaire chez un enfant. Le bébé tète d'abord par plaisir. Et le réflexe de succion, c'est quelque chose qui est spontané, qui est naturel, qui est souhaitable et qui fait partie de son développement. Et si ce bébé comble bien ce besoin de succion, qui va lui apporter, bien sûr, en résultat des calories, eh bien l'enfant va se sentir plus en confiance, plus en sécurité, plus conforté. Après, je comprends très bien qu'une maman se sente un peu débordée si c'est votre 2e, 3e enfant et que vous avez l'impression d'avoir un bébé pendu au sein toute la journée. Ça peut être ressenti comme épuisant. Il existe des alternatives comme eh bien, peut-être aider le bébé à se regrouper autrement. Je pense à une écharpe de portage ou un porte-bébé physiologique. Je pense au bras d'un tiers, au bercement. Certaines personnes vont donner le petit doigt. En dernier recours, on donnera la tétine, mais je préfère le proposer en dernier recours, dans un premier temps. Bien entendu, si on fait 3 heures de route et que le bébé exprime son besoin de succion et qu'on vient de faire plusieurs pauses, on va pouvoir donner la tétine pour aider l'enfant à se sentir plus à l'aise. Mais quand on peut éviter, dans un premier temps, c'est pas mal. Et parfois même, apprendre au bébé à téter en écharpe, et bien finalement, on ne s'aperçoit pas que le bébé tète alors qu'il le fait et on vit peut-être mieux cette exigence ressentie de la part du bébé. D'accord, très bien. On a plusieurs questions de la part des mamans qui sont assez inquiètes par rapport à cette confusion synthétique. Peut-être que c'est des mamans qui ne nous ont pas rejoints tout de suite au début de ce live. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Absolument. Alors la confusion synthétine va être beaucoup une préférence de débit. Imaginons que d'un côté il y a du lait en abondance et ça c'est contenu dans un biberon et de l'autre côté la maman a du lait mais la lactation est un petit peu modérée. L'enfant est futé, il va aller vers l'abondance. Donc le bébé ne va pas faire une confusion synthétine, il va préférer l'endroit où ça vient plus vite. Les bébés qui ne savent pas téter, qui risquent de pincer alors qu'on a introduit une tétine de biberon à un moment donné, c'est des bébés qui ne savaient pas réellement faire. Donc par prudence, c'est ce qu'on disait en début d'intervention tout à l'heure, d'interview, on essaie d'attendre 4-6 semaines minimum. Et la maman sait intuitivement que le bébé sait faire. Une fois que le bébé s'est tété, il passe du sein à la tétine, de la tétine au sein sans réellement de difficulté. D'accord. Et imaginons qu'un bébé prenait le sein de sa mère, ensuite a pris une tétine, et lorsque la maman lui présente le mamelon, il détourne la tête et ne veut plus prendre le mamelon, réclame le biberon. Comment faire? Eh bien, dans un premier temps, on le distrait et on recommence. On va essayer de trouver aussi des positions qui vont permettre de mettre en exergue les réflexes du bébé. Donc, si on a une position comme celle-ci, qui est un peu transversale, où mon dos est droit, le bébé n'est pas réel. Enfin, il peut être collé au sein, mais finalement, j'ai besoin d'utiliser beaucoup mes bras pour l'y amener. Donc, j'invite la maman à se détendre, à s'installer confortablement, à amener son bébé à la coule comme elle le sent, donc ça peut être dans cette position, ça peut être dans cette position, mais l'idée c'est que son dos soit calé, qu'elle soit confortablement installée, et donc le bébé va se remettre à exprimer des réflexes, et ces réflexes vont le ramener vers le sein. Si malgré tout, farouchement, le bébé n'est pas d'accord, eh bien on le nourrit,
de quelque manière que ce soit, et si c'est avec un biberon, bah c'est avec un biberon. Et puis on va lui reproposer le sein quand il n'est pas affamé, quand il n'est pas vraiment dans l'urgence de téter, et pourquoi pas quand il est à moitié endormi. Je pense à un petit Hugo, je fais coucou à sa maman si elle se reconnaît, cette maman a une très belle lactation, du lait vraiment comme il faut, et son petit gars était allaité jusqu'à 6 mois, tout se passait bien, et du jour au lendemain, patatras, il refusait farouchement le sein. Et c'est arrivé comme ça. Et donc la règle dans ce moment-là, c'est d'abord de nourrir le bébé, de la manière la plus évidente qui soit à notre portée. C'était un petit bonhomme qui était passé du sein en biberon régulièrement, donc il n'y avait pas de souci de cet ordre. Et puis on a essayé de creuser, on a essayé de comprendre ce qui avait pu amener cette situation, et on s'est rendu compte qu'il avait mal à la gorge. Et donc elle a soigné ses maux de gorge, et ce petit bonhomme a repris le sein 3-4 jours après dans un demi-sommeil. Et donc, lui qui avait tendance à dormir de longues heures la nuit, eh bien, j'ai proposé à la maman de se rapprocher de son bébé. Et cette proximité a fait qu'au moment où il exprimait ses réflexes, la maman l'a mis au sein et lui était plus dans cette peur peut-être d'avoir mal. Et ça, c'est notre interprétation, mais ça se trouve, c'est ce qui s'est passé. Et donc, à force de bien le nourrir et de lui proposer sans pression, il a repris le sein. C'était chouette, c'est une greffe qui a été courte. Il y a des greffes qui durent 15 jours. 15 jours, 3 semaines. J'ai eu une greffe qui a duré 7 mois. C'était pas mal. La maman a été persévérante. Absolument. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Très bien. J'ai encore une question par rapport à la confusion sein-tétine. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas éviter la tétine à tout prix plutôt que prendre le risque que le bébé ne revienne pas au sein? Joker. Pour moi, s'il y a quelque chose à travailler, c'est la lactation. Alors évidemment, je suis consultante en lactation, mais d'abord s'assurer qu'il y ait plein de lait. Et puis parfois, on a des peurs qui sont irrationnelles, et c'est très bien aussi de se dire qu'on est toutes différentes. Et si vous avez une peur bleue de l'outil tétine, et bien on ne l'utilise pas. Et comme il existe plein d'alternatives, et bien on joue avec les alternatives, et c'est tout à fait ok. Tout est ok. Voilà. Il n'y a pas une taille unique, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Il y a vos solutions, il y a votre intuition de maman, parce que ce que les mamans ignorent, c'est qu'elles savent. Et donc, on s'adapte à vous-même. Je pense à une petite fille qui était née de mois en avance, qui a mis 9 mois à réussir à prendre le sein. Elle n'avait même pas vu une photo de tétine de sa vie. Et heureusement, parce que j'ai le sentiment que si il y avait eu une tétine, une fraction de seconde dans son environnement, la maman aurait incriminé la tétine. En fait, c'est une enfant qui ne savait pas téter. On a mis un petit peu de temps, on a persévéré, on a été patient. On a beaucoup boosté la lactation, on a même créé plus d'abondance que ce qui était nécessaire pour ce bébé pour réussir à téter. Et avec patience et beaucoup de soutien, elle a eu vraiment besoin de beaucoup de soutien, et bien la petite Iloé a fini par téter. Je crois qu'elle tète encore. Une belle histoire. On a une question d'Amandine sur Instagram qui nous dit que son bébé ne veut pas de sucette, mais il cherche son pouce, mais elle aimerait éviter qu'il prenne son pouce. Donc comment faire? Beaucoup de maternage, et le maternage, on va essayer d'être créatif, on va peut-être porter le bébé, on va peut-être lui donner, pourquoi pas un doudou à suçoter à la place, pourquoi pas lui proposer le sein. Très souvent, les bébés ont un fort besoin de succion, c'est normal, c'est souhaitable, c'est attendu. Et quand ce besoin est comblé, le bébé passe à un autre besoin. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution plutôt que la sucette à mettre dans la bouche de l'enfant? Est-ce qu'il y a un risque de malformation? Les dentistes sont pas très fans de pouce ou de sucette dans l'absolu, on est bien d'accord. Et il est vrai que répondre à ce besoin qui pourrait naturellement être comblé par le sein, mais quand on n'a pas envie de donner le sein et qu'on ne veut pas donner ni le biberon, ni la sucette, ni le pouce, bien on essaie d'être créatif. Je repense à une réflexion qu'on avait eue avec une amie consultante en lactation qui était qu'est-ce que ça va donner si on donne le petit doigt? Est-ce que le petit doigt n'est pas à risque aussi de déformer un palais? On ne sait pas. Donc non, on fait ce qu'on peut. Ok, très bien. Nous avons une question de Virginie qui nous dit au bout de combien de temps mon bébé saura-t-il téter? Joker.
joker, puisque on ne sait pas, il y a des bébés qui savent très bien faire dès la naissance, et la petite Iloé, elle a mis 9 mois. J'ai des bébés qui, objectivement, n'ont jamais réellement su téter. Mais ça n'empêche pas ça n'empêche qu'ils ont pu se nourrir. Il y a des personnes, moi typiquement, je ne sais pas courir, mais ça n'empêche pas d'aller vite, parce que j'ai trouvé des alternatives. Donc, on essaie de s'adapter. Et les bébés sont très accommodants et les mamans très créatives. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres alternatives dont vous pourriez nous parler Alternatives à la tétine, dont vous pourriez nous parler éventuellement en fonction de chaque situation? On a un petit peu fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. Il y en a peut-être que j'ai oublié, là spontanément je ne pense pas à d'autres, mais beaucoup de bébés vont reporter leur dévolu sur un doudou. Je pense à des enfants qui aiment beaucoup ces étiquettes très douces, là en nylon peut-être, et donc qui ont besoin de caresser quelque chose, voire de sucer quelque chose. Il y en a qui vont prendre leurs doigts, il y en a qui vont prendre leurs mains. Voilà. Si le bébé a un besoin de succion qui n'arrive pas à combler au sein ou qu'on n'arrive pas à distraire, on trouvera une alternative. Ok, très bien. Alors, quels sont les signes, une autre question d'une maman, quels sont les signes qui montrent que je peux passer au biberon de lait maternel? Oui, déjà quand il n'y a plus aucune douleur, parce que les douleurs, qu'on se le dise, c'est pas normal en allaitant. Maintenant, il y a des mamans, typiquement la première maman que j'ai vue ce matin là, en consultation me disait « Ah, il a fallu que je m'accroche parce que j'ai vraiment souffert pendant 15 jours ». Son bébé aurait pu avoir une succion désorganisée et en réalité il est probable qu'on était dans des maladresses liées à la position. Aujourd'hui il a 6 semaines et il tète comme un champion quelle que soit la position. Et la maman d'elle-même, il suffit de lui poser la question et n'a plus d'appréhension. Donc quand vous arrivez à le sentir, quand vous n'avez plus d'appréhension, il n'y a pas une grammaire précise. Vraiment quand vous sentez que le bébé s'accroche facilement, quand il n'est pas en train vous savez, les bébés qui sont un petit peu hésitants, qui ont tendance à faire le pivert c'est un réflexe, hein, c'est normal. Mais quand l'enfant s'approche du sein et là il se calme et il va ouvrir grand la bouche et vous savez qu'il s'accroche et ça prend pas longtemps, déjà on tient quelque chose. Quand les tétés sont globalement, sont toutes indolores, quand vous sentez que le bébé sait faire le geste, il ne fait pas que gober du lait, mais il sait boire, il sait téter, il sait aller chercher le lait, ce sont déjà des facteurs qui vous montrent que ça y est. On peut peut-être passer, trouver une alternative si on en ressent le besoin. Ok, très bien. On arrive au bout de ce live. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Merci de votre attention et de vos questions. Et à très bientôt pour un nouveau live. Ouais.